amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la télévision du peuple. Alors j'ai ce soir un nouvel invité exceptionnel. Il s'appelle Mohamed Aloumekani. Vous ne le connaissez peut-être pas bien, mais il va se présenter directement. Alors Mohamed Aloumekani, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes candidat pour le Parti populaire aux élections du 25 mai et vous avez un parcours un petit peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous le retracer en quelques mots? Oui, je suis quand même venu ici sur le territoire belge en 1998, donc en août 1998, où je me suis présenté comme candidat réfugié politique. J'étais un ancien garde du corps d'un chef d'État à Djibouti. Vous faisiez partie de la garde présidentielle. La garde même tout proche du chef de l'État. Et je fuis le pays pour me présenter ici en Belgique comme candidat réfugié. Pourquoi la Belgique? Parce que la Belgique, c'est quand même... Voilà, justement. Pourquoi la Belgique? La Belgique, c'est un pays francophone, où je parle cette langue. La Belgique est un pays tout proche, je ne pouvais pas aller plus loin. Pourquoi je n'ai pas choisi la France? Pourtant, c'était l'ancien pays colonial. La France a des attaches avec Djibouti et j'avais peur de me présenter là-bas pour me remettre aux autorités djiboutiennes. Donc, depuis cette date, j'ai présenté ma candidature, j'ai été accepté comme candidat réfugié politique et je me suis intégré à cette société, à cette culture belge, avec ma femme et mes enfants. Et aujourd'hui, vous vous sentez pleinement intégré? Vous aimez bien la Belgique? J'aime bien la Belgique, j'ai eu un très bon accueil. D'ailleurs, je dois beaucoup à ce pays. À chaque fois que je le dis que si jamais un jour le régime change, le pays change, je devrais rendre la monnaie à ce pays qui m'a beaucoup donné. Il m'a donné un bon accueil, protection pour moi et ma famille. Il m'a donné l'occasion de redémarrer à zéro et trouver un travail sans esprit de couleur, de race ou d'ethnie. Je me suis bien intégré, j'ai trouvé un travail, je suis dans une société de sécurité qui preste quelque part ici en Europe et en Belgique particulièrement. Et mes enfants sont très bien scolarisés, ils ont suivi une très bonne éducation. J'ai eu cette chance, comme certaines personnes ont eu cette chance. Comment est-ce que vous définiriez en deux mots le Belge? Le Belge est quelqu'un d'accueillant? Pour moi, le Belge est quelqu'un d'accueillant à partir du moment où on respecte les valeurs, les lois de ce pays. Alors, il est très accueillant. Alors, Monsieur Aloumekani, ceux qui ont suivi l'affaire Borrell, donc vous allez peut-être un petit peu nous expliquer ce qu'était l'affaire Borrell, donc connaissent votre nom. Vous avez eu des démêlés judiciaires par la suite, vous avez été emprisonné. Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir sur tous ces épisodes de votre vie? En fait, dans cette affaire Borrell, je suis que témoin. Le juge Bernard Borrell, qui était un coopérant français à Djibouti, au sein de l'appareil judiciaire djiboutienne, pour changer les codes pénals à l'époque, a été retrouvé mort, carbonisé à plus de 80 km de la capitale. Arrivé en Belgique, j'ai témoigné dans le cadre de ce dossier et j'ai dit que j'étais présent lors d'une discussion entre l'actuel chef de l'État djiboutien et certains hauts dignitaires djiboutiens. Et je n'ai jamais mis en cause le chef de l'État djiboutien, ni comme commanditaire, ni comme exécutant de cet assassinat. Mais vous allez vous le faire éclater la vérité, en réalité. Alors, je dis des choses que la justice devait avoir pour mener très très bien les investigations. Parce qu'au départ, on prétendait que le juge Borrell s'est suicidé. Suite à mes déclarations, donc il y a eu des expertises qui ont été faites. Et on a trouvé que le juge Bernard Borrell a bien été assassiné et il n'y a pas eu de suicide. Depuis cette date-là, je n'ai pas eu la paix du régime djiboutien, ni pour moi, ni pour ma famille. Ma famille a été bannie en 2007 de Djibouti jusqu'au Yémen parce que je suis originaire du Yémen. Donc vous êtes belgo-yéménite à l'heure actuelle? Belgo-yéménite, oui. Je préfère dire que je suis d'abord belge, mais mes origines sont du Yémen. Et vous avez été enfermé, emprisonné récemment donc au Yémen? Oui, je vais souvent au Yémen voir les membres de ma famille, pratiquement 2-3 fois par an. Et aujourd'hui, comme les taux se resserrent sur le chef de l'État djiboutien au niveau de la justice française, donc le mois d'août 2013, je me suis rendu là-bas pour voir ma famille et pour préparer le championnat du monde de kickboxing auquel mon fils allait participer. Votre fils participait. Et brillamment d'ailleurs, si j'ai il a même gagné, il a gagné le championnat du monde. Et donc j'ai été arrêté là-bas et sans aucun prétexte, sans aucun motif, et on m'a demandé officiellement, et j'ai même des écrits de la part de certains officiels yéménites, nous demandons à ce que vous changez vos témoignages, blanchir le président djiboutien et dire que tout ce que vous avez dit à l'époque était totalement faux.
J'ai refusé, donc on m'a proposé de l'argent, j'ai refusé. Et on est parti du premier critère, c'est l'argent, puis après on est passé au système de religion. Et on m'a demandé, vous êtes musulman, le président de Djibouti est musulman, et on est musulman, et Madame Borrell est chrétienne. Vous pouvez mentir. Je leur ai dit, la religion ne le permet pas. Aucune religion, que ce soit musulmane, catholique, chrétienne ou judaïque, ne permettent les mensonges. Je refusais. J'avais eu l'aide des autorités belges par l'intermédiaire des avocats. La diplomatie belge a essayé. Didier Reynders ne vous a pas vraiment aidé, si j'ai pu comprendre. En fait, les avocats me disaient chaque fois que l'ambassadeur de Belgique à Riyad, parce qu'ils n'ont pas au Yémen, allait se rendre au Yémen pour demander au chef de l'État yéménite ma libération et mon retour sur le territoire national. Je n'ai pas vu cet ambassadeur. Je n'ai pas vu l'intervention du ministère des Affaires étrangères, en général, et plus particulièrement M. Reynders, qui était absent. J'ai vu quelques interventions de la France par les Quais d'Orsay, mais ils ne se sont pas mouillés et ils m'ont abandonné. J'étais un otage d'État à 7000 km de ma famille et je suis sorti par miracle. Et c'est comme ça que vous avez rencontré Michael Modrikamen, qui était votre avocat. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Michael Modrikamen, qui est, en dehors de son appartenance politique, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui est social. C'est quelqu'un qui a accueilli ma famille ici, dans sa résidence. Il a tout fait pour moi. Il a été même dans les manifestations face à l'ambassade du Yémen. On lui a même refusé le visa de se rendre au Yémen. Et je n'ai pas vu l'intervention des affaires étrangères belges pour demander à l'ambassade yéménite de lui accorder le visa. Le visa lui a été refusé parce qu'on ne voulait pas qu'il soit au Yémen. Michael Modrikamen, c'est quelqu'un de formidable. Il a été à mes côtés et il m'a bien défendu. Et puis vous avez lu le programme du parti et vous y avez adhéré. Ça peut paraître étonnant parce que bon, il y a toute une série de choses qui se disent sur le Parti populaire qui ne sont pas nécessairement agréables. Donc vous pouvez démentir tout ce qui se dit. En ville, ici, j'habite à Bruxelles hein, et j'ai des collègues de travail qui viennent pas de Bruxelles. Donc on parle du Parti populaire comme quoi c'est un parti islamophobe, c'est un parti fasciste, c'est un parti raciste. Rassurez-nous. Alors je vous rassure parce que si c'était un parti raciste et fasciste, je ne serais pas avec vous. Parce que je suis issu d'immigration quand même. Si c'est un parti islamophobe, je ne serai pas avec vous. Parce que je suis musulman avant toute chose. C'est un parti réaliste et pragmatique. Qui dénonce et qui dit la vérité, c'est que certains partis ne le disent pas. Tous les partis politiques, dans tous ces partis, pour leur programme, on parle d'immigration. Pourquoi va-t-on voir seulement uniquement les partis populaires? Le PS parle d'immigration. Les MR parlent d'immigration. Les petits ou les grands partis parlent d'immigration. Il suffit que les partis populaires parlent d'immigration, c'est un parti fasciste. Est-ce qu'il faut limiter l'immigration pour mieux intégrer, par exemple? Moi, personnellement, en tant que citoyen belge pour l'instant, et j'habite ici en Belgique depuis 16 ans, je pense qu'il faut limiter l'immigration parce que l'Europe est en crise. On ne peut pas prendre beaucoup de monde alors que déjà on n'arrive pas à s'en sortir avec ce qu'on a ici. Peut-être qu'un jour, ça ira mieux. Oui, pourquoi pas. La culture, mélange de culture, comme ils le font aux États-Unis, les melting pot, pourquoi pas. Mais pour l'instant, actuellement, l'Europe est en crise. En général, et la Belgique aussi, en particulier. Je pense qu'il faudra limiter, voire même stopper pour un certain temps. Il faut régler les problèmes internes. Il faudra que ces gens, nos politiciens, soient réalistes. Voilà, justement, comment faire pour intégrer, pour assimiler tous ces gens qui viennent de l'étranger à nos valeurs? Comment faire? Ça a l'air compliqué. Vous savez, ce n'est pas vous, Grégory, qu'on vous demande de partir en Arabie Saoudite. Ce sont des gens qui viennent ici. Je pense que pour chaque pays, il faut savoir le respect. Avoir le respect, respecter les lois et les valeurs de chaque pays. On a décidé de venir ici, nous devons respecter les valeurs et les lois de ce pays. Je ne parle pas de religion. Et quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs du Elles sont pays simples. Elles sont très simples. Il y a des lois, il faut respecter ces lois. C'est tout. On n'a pas cherché midi 14h, on n'a pas à se cacher derrière un mur pour dire c'est la religion. Il y a des lois dans ces pays, on doit respecter ces lois. Alors vous parliez d'islamophobie, le Parti populaire est parfois accusé d'islamophobie, pourtant le parti ne l'est pas. Merci de le dire. Voilà, donc vous l'avez confirmé, oui. Vous l'avez confirmé en effet. Mais est-ce qu'il y a un problème malgré tout avec l'islam dans notre pays et en Europe? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Aujourd'hui, en voyant le contexte international, la guerre par exemple en Syrie,
nous avons des jeunes citoyens belges qui peuvent être de souche belgo-belge et qui peuvent être des boules belges issus d'immigration, qui sont partis se battre, entre guillemets, parce que ce n'est pas le djihad, comme on le prétend, pour le djihad. Ces jeunes, certainement, ils sont aussi victimes. Certaines personnes leur racontent n'importe quoi pour leur dire « vous vous battez pour la religion ». Or que c'est faux. On devrait mettre des lois pour empêcher cela. Comme certains pays, la Grande-Bretagne ou la Hollande. Les djihadistes qui se battent là-bas, c'est leur problème. Mais le Belge, il est belge avant toute chose. Nous avons le roi d'Arabie Saoudite qui vient, il y a juste un mois, de promulguer une loi et de condamner toute personne saoudienne qui sont wahhabites, qui va se battre pour la djihad dans un autre pays, sera condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Donc, la Belgique, qui se trouve au centre de l'Europe, nous avons des jeunes qui vont partir dans ce genre de pays. Il faut une approche plus stricte avec il ces faut une jeunes approche, qui il faut donner partent des exemples, combattre je à crois. l'étranger. Et voilà, il faut donner un exemple. Il faut donner un exemple, mais il faudra aussi les encadrer aussi en même temps. Donc, ne pas laisser partir ces jeunes, il faudra les encadrer. Il faudra, à mon avis, je pense que le système de religion dans notre pays, ici en Belgique, que les imams soient d'ici, qui ne viennent pas de l'extérieur. Parce que les imams belges, de naissance belge, du territoire belge, ils ont une autre mentalité par rapport à ces imams qui viennent d'un autre pays. Parce que les mentalités sont tout à fait différentes, le système des coutumes et des traditions sont tout à fait différents. L'islam est le même, il ne changera pas. Mais les gens viennent avec une autre approche, avec d'autres préjugés et des sous-entendus, et ce qui fait que les jeunes qui sont très faibles, ils peuvent aller en dérision. Alors, on voit de plus en plus de filles voilées dans nos villes. Est-ce que c'est un réel problème? Est-ce qu'il faut interdire le voile, par exemple, dans les administrations publiques, dans les entreprises, dans les écoles? Ça, c'est un problème complexe. Le voile, nous avons dans certains pays, musulmans même, ou certaines filles arabo-musulmanes, des pays proches d'Europe, hein, qui sont vraiment à la porte de l'Europe, où le port du voile ne peut pas être compatible avec le travail qu'ils vont faire. Ça peut être des sociétés privées comme ça peut être avec l'État. Donc ici, à partir du moment où l'employeur décide de dire « je ne peux pas prendre telle personne parce qu'elle porte le voile », mais il a tous ses droits. Si l'employeur décide « j'ai été récemment à Boum », où j'étais dans un petit supermarché, je ne vais pas dire non, et j'ai vu des filles voilées. Donc l'employeur a décidé, ça ne lui posait pas de problème. Tant que la personne est libre, il accepte, il est libre. Mais on ne va pas obliger à dire, voilà, j'ai les voiles et on ne m'a pas pris parce que mais la personne est libre d'embaucher ou de ne pas embaucher. Ce n'est pas parce que la personne porte les voiles que c'est du racisme. Non. Il ne le veut pas, il ne le veut pas. Nous sommes dans un pays de liberté, c'est un pays laïque. La personne est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'il ne touche pas la liberté de l'autre. Alors, est-ce que l'intégration ne passe pas finalement avant tout par l'éducation? Alors évidemment, il s'agit d'école, mais le sport aussi, hein, vous avez parlé de votre fils qui est un brillant boxeur. Est-ce que l'éducation ou le sport sont des facteurs d'intégration? Ça peut aider? Oui. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils sont scolarisés, ils ont à un moment donné un temps libre. Alors il faut leur donner l'opportunité, le choix de choisir à faire du sport pour passer un peu plus de temps à faire une activité sportive. Si vous laissez cet enfant libre et aller dans la rue et rencontrer d'autres jeunes qui vont commencer à raconter des choses, comme ce qui se passe aujourd'hui avec les djihadistes, vous allez perdre votre enfant et il va être dans un mauvais chemin. J'ai encouragé mes enfants à faire du sport. D'ailleurs, j'ai 3 garçons, les 3 garçons font du sport, et la fille aussi. Donc tous mes enfants font du sport. Le sport est très bien, d'abord pour la santé, et ça permet à cet enfant, après ses cours, de s'exprimer autrement, d'être un peu libre, de ne pas être coincé dans certains domaines. Oui, le sport est très intéressant pour les enfants. Est-ce que ce n'est pas inquiétant de voir, par exemple, à Bruxelles, dans la capitale, de véritables ghettos se former? On a des quartiers qui, aujourd'hui, sont entièrement aux mains d'une communauté. Est-ce que le vivre ensemble ne se trouve pas menacé, finalement? Ça, c'est une erreur de l'État belge, qui provient depuis des décennies. Lorsqu'il y a eu l'immigration qui était ouverte, il fallait penser à mélanger ces personnes avec la population belge de souche belge. On les a mis tous dans un ghetto. On les a tous regroupés. Aujourd'hui,
ces gens ne voudraient pas sortir. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, qu'ils soient mélangés à cette population, ça peut être à Bruxelles, parce qu'il y a plusieurs communes, il y a 19 communes, ça peut être en dehors de Bruxelles. Et je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas habiter avec les autres. Ils doivent cohabiter. Comme les Belges peuvent cohabiter avec ces gens. Même ces gens issus d'immigration doivent cohabiter avec les Belges. Mais c'est une erreur qui a été faite il y a quelques années et on ne l'a pas rectifiée. Le multiculturalisme, c'est quand même possible d'après vous? Oui. Est-ce que ça peut réussir, ça peut marcher? Ça peut marcher. À quelles conditions? Je vous dis tout le temps, c'est le respect des lois et des valeurs de ces pays. C'est une des conditions. À partir du moment où nous avons décidé, nous, personnes issues d'immigration, de vivre ici, dans ce pays, au centre de l'Europe, ce pays qui est la Belgique a ses lois et ses valeurs. Nous avons choisi de venir, personne ne nous a obligés de venir. C'est nous-mêmes. Donc nous devons respecter les lois et les valeurs de ces pays et les citoyens de ces pays. Et vice-versa. À partir du moment où on respecte ces lois et ces valeurs, je pense que la population de ce pays et les autorités de ce pays nous respecteront. Nous avons d'autres communautés ici, la communauté asiatique, où on n'entend même pas parler. Parce qu'ils sont adaptés, ils ont respecté ces lois et ces valeurs, ils sont commerçants. Nous avons des Chinois qui sont commerçants ici. On n'entend même pas parler d'eux, parce qu'ils ont respecté les lois et les valeurs de ce pays. Je pense qu'on peut le faire, mais il faudra encourager, il faudrait une suivi aussi, il faudra que les responsables politiques soient derrière ça. Ça ne sert à rien de venir à chaque période électorale pour venir raconter, venir avec le grand bâton pour dire « moi je vais vous donner, moi je vais vous aider, moi je vais vous faire ». Et une fois que la période est finie, bye bye. Ils l'ont fait en Molenbeek, ils le font à Saint-Gilles, ils le font à Saint-Josse. Ils font rêver cette population. Certains parmi eux sont analphabètes. On leur demande de choisir un tel sans comprendre le programme. Aujourd'hui, les jeunes issus d'immigration, ils en ont assez de ça aussi. Voilà. Et vous-même, vous avez un passé plutôt socialiste. Hein. Vous étiez socialiste et vous vous retrouvez aujourd'hui au Parti populaire. C'est une évolution. Oui, c'est une évolution. J'étais socialiste. J'ai grandi d'ailleurs socialiste. J'étais dans les universités françaises. J'étais en France avec les partis socialistes. Ici aussi, j'étais socialiste à Saint-Josse, quand je résidais à Saint-Josse à l'époque. Mais ces problèmes que j'ai eu au Yémen m'ont réveillé. Et le deuxième problème, c'est en 2007. Surtout dans l'affaire Borrell. Il y a eu plusieurs gouvernements qui sont succédés en France depuis l'assassinat du juge Borrell, qui a été retrouvé mort en 95. En 95, effectivement. Donc il y a eu plusieurs gouvernements de gauche, de droite et de gauche. Et aucun de ces gouvernements n'a eu le courage de recevoir Elisabeth Borrell. Il y a eu donc la veuve du juge Borrell. La veuve du juge Borrell, qui est elle aussi magistrat. C'est Nicolas Sarkozy, en 2007, après son élection, a reçu Elisabeth Borrell à l'Élysée avec ses enfants. Madame Borrell était accompagnée de ses conseils et de ses enfants. Et le jour même, le procureur de la République de Paris a annoncé publiquement devant les médias que le juge Bernard Borrell ne s'est pas suicidé, mais il a été assassiné. Donc, j'ai compris qu'il y a eu un déclic. Nicolas Sarkozy est courageux. Donc vous avez à vous entendre, on le sent, une certaine sympathie pour Nicolas Sarkozy. Oui, pourtant j'étais contre lui, j'étais socialiste. Tout à fait. Mais j'étais stupéfait de voir parce que le courage qu'il a, cette personne, il avait dit dans sa campagne que je protégerai tout Français à l'étranger ou en France. Et il l'a fait. Elisabeth Borrell, qui était victime, son mari assassiné, eh ben il l'a fait. Et il a fait. Ma famille a été bannie en 2007. Et il a été quand même parmi les chefs d'État qui, je pense, a fait pression sur l'État de Djibouti pour que ma famille revienne à Djibouti. Donc c'est quelqu'un de courageux. Je dois le remercier, c'est Nicolas Sarkozy. Il est courageux. Je crois que son courage, aujourd'hui, lui a fait payer beaucoup de choses en France. Mais pour la France... Vous souhaitez peut-être son retour aussi? Je souhaite son retour parce que, d'abord pour la France et pour l'Europe en général, parce qu'il peut faire beaucoup de réformes pour aider l'Europe. Et des réformes pour aider la France. Moi, j'étais contre au départ Nicolas Sarkozy, et c'est le déclic. Bon, le deuxième déclic, c'est mon histoire au Yémen. J'ai vu le silence des partis politiques de gauche ici, en France, comme en Belgique. En Belgique aussi. J'ai vu aussi, bon, vous allez me dire, M. Renders, il n'est pas socialiste, il est DMR. Il ne s'est pas mouillé non plus. Je n'ai pas vu les autres partis politiques. J'ai vu Michael Modrikamen qui m'a défendu en tant que conseil et non pas en tant que parti populaire. Mais j'ai fait l'approche
entre ce qui se passait avec Nicolas Sarkozy et Michael Modric-Amen. Pour moi, ce sont des personnes qui sont courageuses. Et aujourd'hui, la Belgique a besoin d'une personne comme Modric-Amen pour faire changer des choses. Vous allez vous présenter sur une liste bruxelloise. Qu'est-ce qu'il faut réformer à Bruxelles? Parce qu'à Bruxelles, finalement, se concentrent tous les problèmes de la Belgique, de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il faut changer en priorité dans la capitale, dans la région capitale? À Bruxelles, le taux de chômage est trop élevé. Alors tout le monde nous fait rêver, tous les partis de tout horizon, ils ont tout essayé. On leur a donné la chance, droite comme de gauche ou de centre. Aujourd'hui, les partis populaires viennent avec un nouveau programme. Et je pense que c'est un programme fiable et crédible. Encourager par exemple les investissements, comme on l'a toujours dit, le brut devient le net. Je pense qu'il y a des sociétés qui se sauvent de la Belgique parce qu'il y a tellement de taxes dans ces pays, reviendront, donc il y aura création d'emplois. Ça, c'est le premier point. Le chômage. Alors, le chômage, encourager des jeunes à dormir à la maison, je ne suis pas d'accord. J'ai des enfants, le plus âgé de mes enfants, il a 22 ans. Je ne souhaite pas le voir dormir et toucher le chômage. Il faut faire des formations, il faut créer quelque chose pour que ces enfants ne puissent pas apprendre cette habitude à dormir et aller dans le métier. Donc, tout métier, quels que soient les métiers qu'on a, c'est pas une honte d'être agriculteur ou d'être pâtissier, parce que tout le monde ne peut pas être ingénieur, tout le monde ne peut pas être médecin. Pour former un pays, il faudra avoir tous les métiers. Donc il faut savoir former ces jeunes, les encourager à aller dans plusieurs métiers, ne pas les laisser dormir, s'enfermer sur eux-mêmes. Je crois aujourd'hui que le programme du Parti populaire est un très bon programme. Et sur la sécurité? Et sur la sécurité, alors, venons au point de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, que ce soit des personnes de souche belge, ou des personnes issues d'immigration, femmes ou hommes, à partir d'une certaine heure, ils ne peuvent pas se déplacer dans certains quartiers. Ils ont peur d'être agressés. Pourquoi? Parce que le jeune se trouve au chômage. Il n'a pas les moyens de s'acheter ce qu'il veut. Donc il va pouvoir agresser parce que la justice est souple. La justice est souple. Donc la justice est laxiste. Et alors, il n'y a plus de place dans les prisons, paraît-il, où les dossiers traînent. Ça prend 1 an, 2 ans. Donc la personne qui a commis ce délit, il peut encore commettre une dizaine de délits avant d'être convoqué. Les policiers, la police, est tellement dessus, ils ne peuvent plus faire leur travail. Parce que ça ne sert à rien d'arrêter, de libérer. L'administration, ils font que du papier. Il n'y a pas un suivi de la part de la justice. Et l'insécurité augmente. Je crois qu'il faut aujourd'hui, de temps en temps, prendre un peu le bâton et dire stop à ça. Il faut donner des exemples et montrer que la justice n'est pas du tout souple et qu'elle peut condamner justement. Alors, question un peu plus générale, quels sont les personnages historiques, les hommes politiques qui vous inspirent, M. Alou Mekani? M. Obama, par exemple, M. Sarkozy. Ça, c'est en Europe. Et nous avons M. Michael Modric-Amen, qui est un franc-parler. Et nous avons, dans certains pays, je suis très content de voir le changement de politique en Égypte, par le général Sisi, qui reprend la main. Donc vous êtes plutôt partisan de Sisi? Oui, parce que la révolution arabe n'a fait qu'envenimer et créer que des problèmes dans les pays arabes. La Tunisie, certes, il y avait peut-être un dictateur. Je ne dis pas le contraire, mais il y avait la stabilité dans le pays. Il y avait le tourisme qui fonctionnait. Le peuple tunisien était libre. Il travaillait. En Libye, certes, il y avait un dictateur, mais il y avait la stabilité. Il y avait la stabilité du pays. Il n'y avait pas de djihadistes. Il n'y avait pas d'intégristes, comme on le trouve maintenant. En Irak, on a changé Saddam Hussein pour mettre des réseaux. Donc il y a un Premier ministre qui ne gouverne pratiquement pas. Nous avons les pays divisés en deux, le sud et le nord. D'un côté les sunnites, de l'autre côté les chiites. En Syrie, c'est mon pays d'origine d'abord, le Yémen, qui était un pays où il y avait une stabilité politique régionale, parce que quand même nous avons les pays du Golfe à côté, nous avons l'Afrique de l'Est de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est un déchirement total au Yémen. Au nord, vous avez les chiites, au centre, vous avez le gouvernement, au sud, vous avez Al-Qaïda et les sunnites. Donc c'est tout un problème que ni l'Europe ni les Américains contrôlent. Nous avons la Syrie. On est parti du principe de changement du régime. On se retrouve avec des djihadistes qui viennent non seulement des pays arabes, mais même de l'Europe.
Donc la révolution arabe n'a rien changé. Il fallait faire une transition. Voilà, comment faire? Parce qu'on espère effectivement que ces pays seront des pays où règne une démocratie. Et la démocratie ne se fait pas toujours en un jour. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Vous savez, avec notre regard. Les premiers bailleurs de fonds, c'est l'Europe pour ouais. ce genre de pays. Donc, toutes les aides que l'Europe octroie à ce genre de pays devraient être contrôlées. Au lieu de donner de l'argent directement aux dictateurs, voir dont quoi ce pays a besoin. Des hôpitaux, des écoles, des routes. Et c'est l'Europe qui doit les construire. Et non pas donner cet argent aux dictateurs pour pouvoir se remplir les poches. Il faut les construire. De plus, comme on dit, d'une pierre deux coups, parce que non seulement il y aura une construction et une liberté, mais il n'y aura pas de flux migratoires vers l'Europe. Parce que ces gens vont vouloir rester chez eux. Ils vont dire, voilà, on a tout ce qu'on veut. Pourquoi partir dans le froid alors qu'on a le soleil chez nous? Et on a tout ce qu'il faut. Là, c'est l'Europe qui a encouragé ces changements et qui auront encouragé, sans le vouloir peut-être, ces dictatures, en donnant que de l'argent, des contribuables qui sont les peuples européens qui travaillent matin, midi, soir. Cet argent que l'Europe le prend de chaque employé ici, en Belgique ou en France ou en Hollande ou partout dans toute l'Europe, ils les prennent, ils les donnent. Nous avons besoin de savoir, nous en tant qu'Européens, et moi en tant qu'Européen, où est parti mon argent. Nous avons cet exemple aussi en Belgique, plusieurs gouvernements. Pourquoi avoir plusieurs gouvernements? Pourquoi avoir plusieurs secrétaires? Pourquoi avoir plusieurs staffs? Gouvernement flamand, gouvernement germanophone, gouvernement wallon, gouvernement fédéral, mais c'est de l'argent. Alors le Parti populaire, c'est un de ces points aussi qui se bat. Effectivement. Alors, dernière question. Oui. Alors, pour conclure, est-ce que vous êtes quand même optimiste pour l'avenir? Ou réaliste? L'optimisme, il faut toujours l'avoir. Parce qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Il va y avoir des changements. Il y a toujours des bonnes personnes qui veulent ces changements et qui vont se battre pour avoir ces changements. Et la clé du changement, c'est l'homme, c'est l'action de l'homme? C'est l'homme et l'action de l'homme. En Europe, nous avons des cas, comme par exemple, comme Michael Mekhodekamen, qui fait parti populaire. Il y a d'autres partis populaires en Europe. Regardez l'Espagne. Ils sont partis de rien. On a beau à critiquer Rajoy, mais Rajoy avance et progresse positivement dans sa crise. C'est pas parce qu'on est parti populaire. Moi, je vous dis franchement, je suis arabe de confession musulmane. Je n'ai pas de problème ni avec les chrétiens et catholiques, ni avec les juifs, ni avec les arabes musulmans, ni avec les bouddhistes, ni avec les athées. À partir du moment où cette personne respecte ma liberté, je respecte ma liberté, c'est tout ce qui m'intéresse. Ici en Belgique, personne ne m'a empêché de faire la prière. Je fais ma prière. Je fais mon jeûne de Ramadan. Mais je respecte en même temps les lois, les coutumes et les valeurs de ce pays, qui m'a accueilli, qui a accueilli mes enfants et qui m'a donné l'occasion de redémarrer de zéro et je vis bien. J'ai une maison. On m'a donné l'occasion d'acheter une maison, l'opportunité parce que je travaille. On me donne l'occasion de voter. En 3 ans, je suis devenu belge. Donc pourquoi? Bon, nous prenons le cas contraire. Dans des pays arabes dont je ne vais pas citer les noms. Pour partir à l'immigration, je crois que la communauté arabophone le savent parfaitement. Pour partir en tant qu'immigré, ce n'est pas les mêmes conditions. Vous avez la personne qui vous accueille, qui vous récupère votre passeport, qu'on appelle ça kafil, ça veut dire qui est le garant en arabe. Et vous restez sans droit, sans pension. Et le jour qu'il a envie de vous expulser, il n'a pas besoin de passer par tel ministère. Il vous expulse sans problème. Vos enfants peuvent être scolarisés jusqu'à la fin de l'école secondaire. Ils ne peuvent pas rentrer à l'université avec les enfants citoyens de ces pays. Donc, aujourd'hui, au niveau des droits de l'homme, la Belgique respecte les droits de l'homme. Ce sont des gens dans ces genres de pays, de là où je viens, qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, il faudra un peu baisser le temps, et ils le savent parfaitement. Voilà, M. Alou-Mekani, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un entretien très agréable. Merci. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Allez-y. Je voudrais parler entre guillemets, de cet ambassadeur de France aux Nations Unies qui s'est permis un peu de critiquer le royaume du Maroc, M. Delattre. Oui. Le roi du Maroc a fait un énorme progrès dans tous les domaines. Pour dire d'une manière déplacée que c'est une maîtresse avec qui on dort chaque soir, même si on n'aime pas, il parle du Maroc, je crois pour un diplomate, c'est vraiment déplacé, mais il faut savoir aussi qui gouverne la France actuellement. Est-ce qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, un ambassadeur peut-il se permettre de dire des bêtises pareilles?
Le Maroc, il est à la porte de l'Europe. Le Maroc a fait une énorme... Je crois que le meilleur exemple aujourd'hui du printemps arabe, c'est le Maroc. Ils n'avaient pas besoin, les Marocains, de casser leur pays. Ils ont évolué positivement grâce à leur roi, qui a toujours mis la stabilité. Donc si la France aujourd'hui cherche aussi à mettre la déstabilisation au Maroc, ce serait une grave erreur. Je demande à ce que, quand même, que les Européens puissent comprendre un peu l'État marocain et ce roi qui a changé son pays. Il faudra l'encourager, il faut l'aider. Pourtant, je ne suis pas marocain. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est sur ces paroles que se clôt cet entretien, un entretien plein de liberté, une ode à l'humain. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.